Alors justement, un élément intéressant, c'est justement de voir la prise de conscience d'un grand nombre d'étudiants de la faculté de médecine de l'importance ainsi que de l'étendue des implications juridiques ou légales que l'on retrouve dans la pratique quotidienne de la Je pense médecine. que les gens l'ont vu, ceux qui ont participé à l'atelier numéro 3, le nombre de lois qui sont derrière les besoins et puis les situations. Et puis, je pense que juste le fait d'aller prendre un cours en conjoint entre un avocat puis au moins un avocat puis un médecin pour voir la réalité de un et de l'autre, je pense que c'est nécessaire. Et puis, c'est sûr qu'ensuite, on peut, dans la pratique, exercer et apprendre à se connaître. Mais je pense que c'est fondamental que l'université soit au cœur de cette collaboration-là au départ pour apprendre à travailler ensemble. D'accord. Even though I agree that Que les étudiants en médecine qui rentrent dans les facultés de médecine ont peut-être leur point de vue qui change au fur et à mesure qu'ils avancent dans leurs cours. Je pense qu'également, nous avons une responsabilité envers nos professions. Et je pense que les personnes qui ont peut-être davantage d'empathie ou une meilleure compréhension des questions de justice sociale vont probablement tourner autour de la pédiatrie sociale. Et même s'ils ne font pas la pédiatrie sociale, eh bien, ils vont pratiquer justement ou mettre en pratique la philosophie de la pédiatrie sociale. Deuxième point, qui me semble encore plus important. Alors, qui est-ce que nous formons en tant que professionnels de la médecine? Je pense que c'est devenu très élitiste, la médecine, et je pense que la plupart des étudiants qui entrent dans les facultés de médecine viennent de milieux plus favorisés. Je pense que nous devons regarder quels sont les critères d'acceptation et d'entrée ou d'admission. L'une des choses qui m'est venue à l'esprit lorsque l'on travaille justement à partir de la base, c'est de faire l'évaluation des besoins, l'évaluation des défis, et les programmes aussi évoluent. Et ils évoluent parce que les enfants font face à d'autres défis, de quoi avons-nous besoin pour eux et pour les familles, mais également aussi par rapport au type d'expertise que chaque personne ou groupe de personnes peut apporter. Alors je me demande, puisqu'il y a beaucoup de complémentarité entre les disciplines. Nous n'avons pas vraiment parlé ici du rôle peut-être des infirmières praticiennes, des IP, et le rôle qu'elles peuvent jouer justement comme point d'entrée, par exemple, ou peut-être quelle est leur participation au niveau de l'intégration sur le plan de la famille. Et c'est ce qui fonctionne pour nous, parce qu'elles peuvent établir une sorte de passerelle entre différents cliniciens, mais également avoir une certaine autonomie pour aller de l'avant. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont eu cette expérience ou si vous avez peut-être saisi cette occasion qui se présente. On a souvent parlé de tout ça avec les gens de Colombie, de BC, parce qu'effectivement, ils utilisent les nurse practitioners avec un grand intérêt. Quand on a commencé à AED, la première personne qui s'est jointe à moi était une infirmière qui n'était pas nurse practitioner, mais qui avait une vaste expérience et qui est venue contribuer grandement à monter le modèle et m'accompagner dans les visites à domicile, etc. C'était très porteur, en fait. Puis ça a vraiment, pendant quelques années, commencé comme ça. Par la suite, j'ai pas eu d'infirmière vraiment dans le système. Puis je sais pas très bien pourquoi. C'est probablement parce que les travailleurs sociaux se sont mis à prendre la place, mais... Ah, Julie, je pensais que tu n'étais pas là. Mais ça reste quelque chose d'intéressant. Il y a Maude à Lévis, qui est une infirmière de recherche, en fait, qui a développé le centre et qui dirige le centre, puis qui est la coordonnatrice clinique du centre. Je pense que c'est important d'avoir avec le médecin une intervenante du domaine de la santé. Je pense que c'est un modèle intéressant en soi. Mais on n'a pas au Québec le modèle des nurse practitioners, qui nous limite un peu. Et il y a des infirmières de CLSC, par contre, qui viennent chez nous, off and on, là, parce que ils sont pas beaucoup dans l'approche
des nouvelles morbidités sociales. Ils sont prises avec la vaccination encore, puis avec l'enseignement de sexualité, des histoires comme ça. Et on est en train même de les sortir de nos écoles pour faire la vaccination. C'est comme si on a, au Québec, un peu limité le modèle nursing beaucoup plus large. C'est dommage. Et on apprécierait effectivement avoir plus d'infirmières formées en santé globale, effectivement, pour contribuer à la pédiatrie sociale. Mais ça a été un concours de circonstances et un vide qui s'est créé, qui s'est rempli. Mais ça a vraiment commencé avec une infirmière, puis c'était absolument parfait à ce moment-là. Je pense que c'est un point important et je pense qu'on peut apprendre de l'expérience de chez vous en Colombie-Britannique. Puis j'ai rencontré les nurse practitioners là-bas qui sont extrêmement bien formés et impliqués dans la communauté. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaiterait. Moi, je me mets dans la peau d'un chercheur, j'en suis pas un, là, mais je pourrais constater des bénéfices dans la communauté d'une approche comme la pédiatrie. Puis chez nous, on a une équipe de recherche comme ailleurs au Québec qui s'intéresse à la pédiatrie beaucoup. Puis je les vois retourner avec leurs données, puis je m'imagine à quoi ils réfléchissent, puis comment ils donnent un sens à ça, puis qu'est-ce qu'ils vont produire à terme. Puis je me dis, sans volonté politique, comment le milieu académique peut intégrer la pédiatrie sociale dans son cursus scolaire, puis modifier les parcours scolaires des professionnels. Je me dis, ça doit provoquer beaucoup de désabusement de la part d'une équipe de recherche et des milieux académiques de se dire, on le voit, les bénéfices, on voit les pratiques, on aimerait ça les intégrer, mais en quelque part, comment la pédiatrie peut, c'est ça ma question, comment la pédiatrie peut trianguler l'académique, le politique et la pédiatrie sociale en communauté? Quelle posture la pédiatrie sociale peut adopter pour créer cette triangulation-là? C'est ça ma question. C'est pas une question simple, disons. En fait, la première étape, c'était... on est allé par étapes, puis on n'a jamais refusé le chercheur. Il y a plusieurs chercheurs qui sont venus chez nous faire toutes sortes de recherches. On a l'équipe du Grave actuellement qui est en train de faire une évaluation plus étendue. Peut-être qu'ils pourront discuter de ça aussi s'ils sont dans la salle encore. On ne voit pas la salle avec les lumières. Mais la première étape pour moi, c'était de bien définir ce qu'on fait, là, parce que comme j'ai dit déjà, la définition de pédiatre sociale est assez stabilisée depuis 1 an. Donc, parce que c'était en progrès toujours. L'autre grande question autour de ça, c'est que comme c'est une approche de mobilisation de communauté, il fallait que la communauté adhère le plus possible. Et ça a pris quelques années avant. Elle a adhéré rapidement, progressivement, mais avant qu'on ait une masse critique d'adhésion populaire importante, ça demandait du temps. Donc, dans les 2-3 dernières années, là, on a vraiment une stabilisation de ce phénomène-là qui est puissant et qui va servir de levier puis de lobby aussi pour intervenir politiquement. Si on n'était pas connu dans la population, je ne suis pas sûr que la ministre serait venue passer une journée hier, une demi-journée hier, puis qu'elle nous ait laissé son attaché politique pour tout le symposium. Donc, c'est quelque chose qui est progressif, qui se fait par étapes. Au niveau où on est rendu, avec le mouvement qui se met en place, qui se consolide, qui se structure aussi, on devient une masse critique plus importante qui va pouvoir aider à trianguler. Au niveau académique, on a accepté des stages qui sont limités, à mon point de vue, de différentes universités, de façon interdisciplinaire aussi. On commence à avoir une crédibilité un peu plus grande aussi, pour qu'on puisse penser à une chaire universitaire de pédiatrie sociale en communauté, c'est qu'on a acquis une certaine crédibilité. Donc, on est en train justement de trianguler. On a beaucoup de chemin à faire, là, mais on est en bonne voie, puis ça se fait par étapes. Alors, Juste pour compléter un petit peu ce que Dr. Julien disait, je pense que c'est pas l'intérêt qui manque effectivement, puis ça revient un petit peu que je pense qu'il faut partir à la base. Les résidents, à chaque fois qu'on parle de pédiatrie sociale, les gens sont vraiment intéressés dans la population, tout ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment travailler en collaboration, puis
puis transcender un petit peu là, ce qui est plus haut que nous, puis l'administration, parce que sinon, ça ne fonctionnera jamais. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Puis un autre point aussi, là, tout à l'heure, on mentionnait que l'exposition devrait être avant. Je suis parfaitement d'accord, là, puis je donnais mes exemples personnels, mais effectivement, je l'avais fait en tant qu'étudiante en médecine, puis je pense qu'effectivement, il faut qu'on aille au niveau de la formation là, quand on commence nos études de médecine. Sur les bancs d'école, j'ai entendu qu'il y a des groupes d'intérêt en pédiatrie sociale qui commencent à s'établir dans les universités. Donc, je pense que ça va tout être des choses qui vont faire en sorte que le mouvement va continuer à progresser. Puis, je sais que des fois, il y a des désaccords ou il y a des façons différentes de fonctionner entre les institutions, puis un petit peu ce qu'on voit dans la communauté, dans les centres de pédiatrie sociale. Mais je pense que si on travaille en bas, ensemble, puis qu'on fait des collaborations, on peut arriver très loin là, avec ça. Merci beaucoup. Hélène Trudel. En fait, la recherche s'est intéressée à la pédiatrie sociale de la façon qu'on travaille depuis plusieurs années. Jusqu'à ce jour, en tout cas, il n'y a personne qui a compris ce qu'on faisait. Et puis, en fait, ils ont compris ou ils n'ont pas été capables de transcrire. Et c'est assez difficile. C'est un défi en soi d'essayer d'évaluer ce qu'on fait. Parce qu'on fait en pédiatrie sociale tout ce qu'un enfant a besoin dans un environnement global et on s'attaque à tous les facteurs de stress. Alors, comment évaluer? On peut évaluer Head Start, c'est facile. On peut évaluer un projet de stimulation, on peut évaluer un projet de négligence. On peut tenter d'évaluer le cercle. Anne-Marie Piché a tenté de l'évaluer de façon descriptive. C'est pas simple. Se reprend une deuxième fois pour faire le suivi. Évaluer l'ensemble des services qu'on offre, la pratique, en fait. Qu'est-ce que c'est le toucher proche d'un enfant, tout ça. Et en plus de ça, il n'y a pas juste ça. C'est assez complexe parce que là, il y a l'intérêt des avocats. Il y a des avocats de plus en plus sont intéressés à cette pratique et puis qui vont venir colorer, je pense, la pratique de la pédiatrie sociale de plus en plus. C'est mon souhait. Je ne pense pas que ça appartient. Moi, je suis avocate, médiatrice et je me dis praticienne en pédiatrie sociale. Le terme pédiatrie sociale, en fait, a été discuté en Europe, à ESOP, et puis, bon, est-ce qu'on appelle ça pédiatrie sociale? Est-ce que c'est pas un petit peu, ça porte à confusion, etc.? Mais un autre point, en tout cas, ce que je voulais mentionner, c'est que l'intérêt est là pour les universités d'intégrer des savoirs qui viennent de pratiques comme la pédiatrie sociale, McGill, pour nommer McGill, mais il y a aussi l'Université Laval, il y a d'autres. Ils sont, en fait, on cherchait de l'argent. C'est de l'argent qu'il fallait pour développer le projet pilote de curriculum conjoint entre les trois facultés, médecine, droit et sciences sociales pour débuter. C'était le bon vouloir était là, l'intérêt était là, mais il manquait de l'argent pour le faire et on aurait pu le débuter en septembre dernier, donc à McGill. Donc c'est vraiment l'argent qui est un obstacle, la compréhension aussi, mais ça, on peut, avec la chaire, améliorer les connaissances et les intégrer dans l'université. Merci beaucoup. Moi, je suis Dr Michèle Vartien. En fait, je voudrais apporter 2 points à discuter, questions et puis opinions de nos experts ici en avant. Le premier, c'est au sujet des infirmières. Je crois que si on parle d'interdisciplinarité, de travail multidisciplinaire, c'est probablement le corps professionnel avec lequel on travaille le plus et depuis le plus longtemps. Les infirmières ont leur place et il y a une nouvelle vision de l'infirmière qui émerge avec nos infirmières cliniciennes. Il y en a ici au Québec, il y en a beaucoup dans les groupes de médecine familiale et leur rôle est vraiment intéressant. Et en tant que mon 3e chapeau, celui de médecin qui travaille tout seul ou presque dans sa clinique, je commence à travailler de plus en plus avec les infirmières cliniciennes. Elles ont un rôle immense à jouer et via les groupes de médecine familiale ou autres, je ne sais pas si on pourrait avoir un statut du genre dans les CPS, mais on a des infirmières qui peuvent beaucoup nous aider, pas seulement au niveau de la vaccination, mais aussi au niveau des conseils de la très petite enfance, au niveau de l'attachement, au niveau de l'allaitement maternel, au niveau de la nutrition, au niveau des questions immenses que les parents qui sont mal outillés
n'ont pas le temps nécessairement de nous poser ou sont même gênés de nous poser comme question à nous, le médecin. Je pense qu'il faut repenser à la place de l'infirmière dans le processus et le travail se fait beaucoup ensemble. Ici au Québec, en tout cas, c'est déjà très clair dans les hôpitaux, puis ça se fait aussi à l'extérieur. Le deuxième point que je voudrais amener, c'est que je suis vraiment heureuse de voir le nombre de résidents qu'il y a ici. Moi, commence à être une vieille clinicienne et moi, j'ai été exposée autrement dans mes années universitaires. En fait, on recevait quand même des cours autres que de la médecine. On avait des cours de sociologie et de la médecine. On avait des cours qui s'appelaient cycle de vie où on apprenait les bases de psychologie ou autres. Mais à mon souvenir, on avait même un cours sur la relation du couple à 21 ans, pour ce que j'en connaissais. Et puis parfois, on était très jeunes, très enthousiastes. On avait été sélectionnés pour faire de la biologie, faire de la médecine, faire des sciences. Et là, on voyait ces cours-là qui étaient donnés par des profs d'université un peu traditionnels, qui n'avaient plus beaucoup de contact avec le plancher, avec la réalité. Et on perdait l'intérêt, on étudiait ce qu'il fallait et puis on se concentrait sur nos cours de physiologie et autres parce qu'on savait que ça allait être très, très utile. Et on ne comprenait pas l'utilité, on ne voyait pas le lien avec la pratique. Et c'est une fois qu'on s'est fait jeter dans le monde que là, on réalise « Ah, zut, je suis passée à côté du cours, j'aurais pu en retirer plus. » Et je crois que c'est cette collaboration entre la réalité de la pratique des praticiens, de la vie de tous les jours de la pédiatrie et le milieu universitaire qui est importante pour... C'est un peu comme dans les écoles, hein, les enfants vont apprendre des maths et du français, mais si ce n'est pas utile, bon, ça rentre, ça sort. Il faut vraiment remettre ça dans le concret. Et c'est là, je pense, enfin, je vois notre présidente qui hoche la tête, c'est là où je pense que ça va prendre vie. Premièrement. Puis deuxièmement, il ne faut pas se faire des illusions. Il y aura toujours des gens qui seront plus intéressés par ce type d'approche. Et il y en a d'autres qui sont des médecins de laboratoire, qui vont écouter, puis qui vont passer à autre chose et qui vont se concentrer sur autre chose. Parce que la population des étudiants en médecine n'est pas homogène. Il y a des futurs psychiatres, et des futurs pédiatres, des futurs internistes, des futurs chirurgiens, des futurs médecins de laboratoire. Et bon, il va falloir rendre ça vivant pour tout le monde, mais essayer d'aller accrocher l'intérêt de ceux qui ont peut-être un peu plus d'intérêt, de curiosité, de potentiel. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez intervenir? Je vais faire l'avocat du diable, puis c'est tout. Dans la mesure où, finalement, on croit beaucoup à aller chercher la connaissance dans la communauté, le bottom-up, puis finalement, j'ai le sentiment que la pédiatrie sociale, le concept de pédiatrie sociale se définit tout de même beaucoup par ce principe, cette notion de bottom-up. Comprenant ça, comprenant aussi qu'il y a des gens qui vont avoir des aptitudes particulières, puis qui vont donc s'intéresser possiblement plus comme médecin, disons, à la chose psychosociale, comprenant aussi que ça prend quand même, à part ça, ça semble prendre de l'expérience pour avoir une voie d'intervention signifiante sur le plan psychosocial. Dans le fond, dans le fin fond, ce qu'on désire, c'est que nos professeurs nous disent, quand on commence à mettre les premiers pas dans l'hôpital, « As-tu entendu ce que la nurse est en train de te dire? Est-ce que tu as entendu ce que l'inalo qui travaille avec toi est en train de te dire? As-tu entendu ce que la travailleuse sociale? As-tu entendu... » Je vais vous donner un petit exemple. Quand on a une réanimation néonatale, on fait un débriefing après la réanimation. Le débriefing, qui est un nouveau concept tant qu'à ça, mais qui devrait avoir été appliqué depuis toujours, au débriefing, on invite les gens qui passent le balai pour savoir leur impression, à savoir comment ça s'est passé selon vous. Ça avait-tu l'air de IR ou ça avait l'air quelque chose de bien? Fait que ça, d'éduquer nos éducateurs cliniques à la chose de l'intersectorialité, par exemple, je trouve que ça rapproche beaucoup plus chez une personne qui va grandir comme médecin ou tout autre intervenant professionnel à avoir un impact, en tout cas dans sa voie psychosociale, par exemple en pédiatrie sociale. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est... Il provoque. C'est bien. On s'est provoqué tout l'avant-midi. Mais c'est constructif, donc c'est parfait. Il faut se provoquer pour construire.
En fait, une des réponses que j'ai à formater davantage un projet puis une approche qui est clairement gagnante, en tout cas qui a une adhésion populaire forte, c'est d'éviter qu'elle se dilue. Et pourquoi on ne veut pas qu'elle se dilue? Parce qu'elle risque de s'éteindre plus rapidement que si elle se concentre sur ce qu'elle fait de mieux, d'exceptionnel, de différent, qui fait une différence pour les enfants. Mais ça, ce n'est pas des critères lourds. Les critères lourds sont seulement ceux des valeurs, des attitudes, comme on a dit, puis de certains outils. La pratique elle-même, elle doit évoluer. Et c'est clair que si on est trop encadrant, elle ne pourra pas évoluer. Et ça ne sera plus de la vraie pédiatrie sociale en communauté. Et elle va passer aux côtés de grandes problématiques, comme on l'a fait, comme Jeff décrivait tantôt. On est resté collé aux maladies infectieuses, puis on a vu passer des morbidités sociales, puis on les a regardées passer, puis on a manqué le train en médecine. Okay, c'est clair? Donc, en pédiatrie sociale, il n'est pas question de manquer le train. Quand, dans la Côte-des-Neiges, on s'est aperçu qu'il y avait une quantité d'enfants autistes inhabituelle, on a pris le train, puis on a fait ce qu'il fallait faire pour leur donner des services rapidement et même éventuellement accélérer le processus de diagnostic pour avoir le plus de services possible précocement. Donc, ce système-là, ce modèle-là doit évoluer et vous êtes tous là pour le bonifier. Quand Sam Harper m'a appelé un jour pour me dire « On peut-tu faire aussi de la périnatalité sociale en pédiatrie sociale? » J'ai dit « Ben oui, oui, parfait. » Parce que là, la médecine familiale venait aussi amener le suivi de grossesse, l'accouchement, etc. C'est clair qu'elle doit évoluer et que les critères ne doivent pas être trop stricts. L'autre grande raison, c'est on a une autonomie qu'il faut absolument garder. Il faut pas être, on est un mécanisme intermédiaire. On ne peut pas être dans le système, puis on doit être en proximité avec la population. Pour préserver ça, il faut se financer. Et pour se financer, il faut savoir quoi on finance. Le ministère en particulier, qui a financé la Fondation, a mis une condition. On va évaluer ce que vous faites, si on est content, mais on va financer les centres qui font de la pédiatrie sociale comme vous autres. Alors, s'il n'y a pas de pédiatrie sociale comme nous autres, il n'y aura pas de financement gouvernemental. Et on souhaite avoir un financement gouvernemental à long terme, mais à 30 de notre budget. On ne veut pas 100 on va perdre notre autonomie. Mais il y a un prix à payer à ça, puis le prix à payer, c'est standardiser un peu nos affaires, les rendre plus claires aussi, parce que je suis tanné de me faire demander c'est quoi la pédiatrie sociale en communauté. Et donc, c'est les deux grands points, je pense, pour répondre à la question. J'ai deux remarques ici, Dr. Kaczorowski. Je suis tellement heureux que vous ayez posé la question parce que vous m'avez réveillé et je suppose qu'il y en a bien d'autres qui sont réveillés aussi. Et je sais que vous faites l'avocat du diable et vous avez raison. Et j'aurais deux réponses à donner. En fait, la pédiatrie sociale touche la cause la plus importante de décès et de maladies chez les enfants. Si la néonatologie était la réponse, eh bien, le taux ne serait pas 43e au Canada et aux États-Unis 51e. C'était vraiment épouvantable comme résultat. Donc, les enfants souffrent vraiment. Et la réponse, ce n'est pas le modèle médical traditionnel. Et la raison pour laquelle on a besoin d'une chaire en pédiatrie sociale, c'est plus difficile à enseigner que l'anatomie. Beaucoup plus difficile que la néonatologie. Donc, c'est vraiment un domaine extrêmement complexe. Il faut commencer à le prendre au sérieux. Je sais que vous avez été un très bon avocat du diable, mais je me sens vraiment obligée. C'est vraiment s'attaquer au problème le plus important pour les enfants, la mort. Et c'est plus difficile que toutes ces autres disciplines. Oui, le rôle d'un pédiatre social, d'un praticien, je dirais même praticien de pédiatrie sociale en communauté, c'est de regarder l'ensemble des stress toxiques, d'évaluer
les sources et d'agir sur ces sources-là. Il y a une méthode bien spécifique que Dr. Julien a développée qui s'appelle APCA, apprivoisement, partage, compréhension et action. Donc, on peut comprendre que l'apprivoisement, il y a beaucoup de groupes communautaires qui le font très bien. Le partage, il y a beaucoup de groupes qui peuvent partager l'information, mais rassembler toute cette information-là, ça prend des techniques, ça prend du savoir, ça prend du savoir-faire, du savoir-être, et ça s'apprend pas sur le tas, ça s'apprend peut-être à l'école. Et puis, ça se perfectionne sur le terrain. Et puis, pour développer les actions, un des rôles d'un praticien en pédiatrie sociale, c'est assurément d'être un advocate, faire de l'advocacy. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas sur le tas non plus. Il faut avoir des outils pour apprendre à communiquer, même avec les médias, communiquer avec le gouvernement, écrire des arguments, etc. Ça ne s'apprend pas sur le temps. Nous avons beaucoup parlé du besoin de s'intéresser à d'autres aspects des cours offerts. On dit la médecine, c'est très important, mais ce n'est qu'un aspect. Et on vient de parler de mortalité infantile. La médecine joue aussi un très petit rôle à cet égard. Donc la question que je soulèverais, c'est peut-être laisser tomber le lien avec la médecine, finalement. La pédiatrie, c'est toujours une spécialité de la médecine, mais ce qu'on veut faire, finalement, dans le fond, c'est promouvoir la santé des enfants. Donc, parler de la santé de l'enfant et non pas de la maladie de l'enfant. On insiste pour parler de pédiatrie, pédiatres sociaux, mais les gens qui ne sont pas dans le domaine médical, comme les travailleurs sociaux, les psychologues, ils disent « Ah bon, c'est un problème médical, ça ne nous concerne pas. » Mais ça les concerne, en fait. Et plutôt que de leur faire peur, de les éloigner, pourquoi ne pas dire « Nous accueillons tout le monde ». Tout ça, ça se rapporte à la santé de l'enfant. Alors, moi, c'est Vincent, je suis travailleur social, justement, à Côte-des-Neiges, au CSPE. Et ce que je remarque depuis les 2 dernières journées au symposium, on parle beaucoup des résidents en médecine, on parle beaucoup de la médecine en tant que pédiatre social, mais il y a aussi tous les autres métiers comme le travail social dont je fais partie et j'incarne à la clinique. Je pense qu'on parlait justement avec Suzanne Mongeau comment on peut intéresser la discipline du travail social à intégrer le travail social en pédiatrie sociale. Pour avoir fait mes études, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai quitté l'université. C'est sûr que la pédiatrie sociale, on la connaît pas, on l'apprend pas. Le point de vue médical, on n'a pas de cours de médecine. Donc, c'est sûr que moi, les défis que j'ai eus en tant que stagiaire et maintenant en tant que travailleur social à travailler conjointement avec un médecin, c'était de faire face à toutes les difficultés médicales, que ce soit l'asthme, les maux de ventre, en tout cas, tous ces aspects-là, puis de me retrouver un peu perdu et de faire moi-même mon apprentissage de la médecine par après. Mais c'est ça, fait que finalement, je voulais comme impliquer un peu le rôle du travailleur social dans la fonction de la pédiatrie sociale, parce qu'on parle beaucoup d'intéresser les résidents à faire partie de faire partie de ce mouvement-là. Mais je pense que tous les psychoéducateurs, travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues, les orthothérapeutes, je pense que toutes ces disciplines-là, les orthothérapeutes, musicaux, et j'en passe, parce que finalement, toute l'équipe qui est derrière les médecins à s'intéresser aussi à ce mouvement-là. Derrière, avec les médecins, excusez-moi. Il y a le stress aussi qui embarque, là, mais... Fait que c'était pas vraiment une question, je pense que c'était plutôt un commentaire puis un désir de prendre en considération aussi Tout à fait. la relation d'aide, mais les métiers de relation d'aide. C'est vrai, je pense que c'est vraiment important. Bon. Ouais, je pense qu'effectivement, comme quand on travaille dans un modèle comme ça, tout le monde est égalitaire, tout le monde est important, chacun a sa place, puis c'est vraiment apprécié. Puis même aussi, il y a des gens qu'on pense pas, aussi des fois, ça peut être les policiers, ça peut être les gens comme dans l'éducation, des choses comme ça. Fait que je pense que tout le monde a sa place, c'est vraiment important. Ouais. D'accord. Docteur Steinmetz?
Il y a quelques moments, je pensais qu'il y a un certain sentiment d'être déprimé, que le changement n'arrive pas assez vite. Peut-être c'est bien qu'il n'arrive pas trop vite. Ça nous évite de faire fausse route. Et les choses changent tout le temps. Si on se rappelle qu'en 1928, le prix Nobel a été donné à quelqu'un parce qu'il avait découvert qu'on peut traiter syphilis en donnant à quelqu'un la malaria. Et c'était pensé que c'était la dernière nouvelle scientifique. Et maintenant, probablement, on arrivera en prison si on veut faire ça. Les changements que Gilles et ensuite aussi Hélène et leur équipe ont mis en place sont vraiment se sont arrivés très vite. Même si Gilles peut aller à travers sa mémoire qu'il a commencé comme médecin en bicyclette, maintenant il a toute une équipe qui, regardez, on est ici, on est international. Ils n'ont pas seulement changé une communauté, je pense qu'ils sont vraiment en train de changer la société. Et c'était échanger la signification de qu'est-ce que ça veut dire la solidarité sociale, que ça vraiment implique tout ça, pour le bien-être non seulement des enfants, mais de la population. J'ai cité une phrase hier d'un vieux Chinois. Je veux venir à date pour les plus jeunes et citer Bob Dylan. OK. Alors, mais je ne le sais pas par cœur. Probablement vous le connaissez par cœur. Je ne sais pas. C'est en anglais, évidemment. Come, mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you don't understand. Your sons and daughters are beyond your command. Sont au-delà de votre contrôle. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one. If you can't lend your hand, le nouveau the chemin, times, si vous ne pouvez pas nous aider, les choses changent. Je suis Julie, je suis une étudiante en médecine. J'ai discuté justement avec Dr Julien ce matin. L'événement duquel il parlait, c'est que je me suis fait demander, en expliquant que j'allais venir au symposium, mais c'est quoi la différence de toute façon entre un pédiatre et un travailleur social? Puis de toute façon, on fait tout ça dans nos bureaux. On parle aux familles aussi. Puis ça s'est réglé là. Le contexte de médecine, comme probablement d'autres milieux universitaires, est basé sur la compétition, entre autres, entre les candidats, et basé sur une approche. On a des professeurs, on a un peu un aspect magistral et on apprend. Et c'est ça. Mais Dr Métard, comme elle l'a mentionné, on a tous des idées puis on a tous des motivations quand on rentre dans un programme. Et malgré le fait que j'ai beaucoup d'espoir par rapport à une chaire à McGill, par rapport à l'organisation de cours formels, je pense qu'on a notre responsabilité en tant qu'étudiant de demander ce qu'on veut avoir puis de l'organiser, ces pas-là. Juste pour faire une référence en fait à un incroyable projet, mais qui est à l'Université de Montréal, des étudiants en médecine. Je suis désolée pour mes collègues en travail social, c'est encore un exemple là-dedans. Ils ont monté le programme In Community. Puis ça, c'est un programme de stage pour les étudiants précliniques dans des milieux de population vulnérables, de 1 mois, dans le milieu carcéral, dans le milieu des populations autochtones, dans le milieu de la santé urbaine. Puis ça, c'était pour pallier au fait qu'on ne nous enseigne pas ça. Voilà, c'était mon commentaire. Bonjour, Julie Parentaillon, ergothérapeute. Je suis aussi directrice du Centre de pédiatrie sociale à Verdun. Vous levez? Je crois sincèrement que, comme ergothérapeute, dans un milieu scolaire, tous les enfants, ils ont peut-être de la difficulté à avoir accès à un médecin, mais ils ont tous un professeur. Puis, je crois qu'il y a des grosses lacunes au niveau des connaissances des professeurs sur le développement d'un enfant, sur les différents diagnostics possibles, puis sur les outils qu'ils peuvent utiliser pour les aider dans leur enseignement, pour adapter, parce qu'il n'y a pas juste l'éducation spécialisée, il y a de plus en plus de problèmes dans les écoles régulières. Puis, en fait, en agissant, je crois, dans, par exemple, les collaborations au niveau universitaire sur le cursus des enseignants, ça pourrait avoir un impact à
à assez grande échelle, j'ai l'impression, sur le fait de, par exemple, réduire l'exclusion des enfants des classes à cause de certains comportements, les outiller, puis aussi réduire la charge des professionnels dans le milieu scolaire qui essaient de pallier au manque de connaissances des professeurs en essayant toujours de faire de l'éducation. Puis ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Puis c'est pas tout le monde qui est super ouvert à ça nécessairement. Donc le fait de l'inclure dans le cursus, je sais pas si c'est fait, je sais pas à quel point il y a des collaborations, mais je pense que c'est quelque chose qui est important. Je rappelle que au tout début, encore, je suis beaucoup dans l'histoire maintenant, mais elle est importante. Au tout début, le premier partenariat qu'on a fait, c'était avec les écoles. Vraiment au tout début, on était encore itinérants. Et l'école nous a offert un local, comme chez vous d'ailleurs, même une pagette pour pouvoir communiquer avec nous parce qu'ils voulaient des services à leurs enfants dans l'école. Et les premiers services qu'on a donnés, c'est rencontrer les enseignants par rapport au TDAH qui fleurissait à ce moment-là, puis que les enseignants ne comprenaient pas, puis avaient pris l'habitude de nous référer des enfants marquant besoin de Ritalin. C'était un peu compliqué, mais puis on s'est mis à rencontrer les enseignants, observer les enfants dans la classe et là, développer un partenariat qui a été très, très puissant jusqu'à ce jour. Et on a toujours travaillé de très, très près avec toutes nos écoles primaires. Ça a créé des programmes absolument intéressants, comme programme de préparation à l'entrée à l'école à 4 ans pour les enfants qui ont des problèmes, etc. Donc, ce partenariat, il est majeur. Il n'est pas simple parce qu'on ne peut pas le négocier facilement avec la commission scolaire parce que c'est un espèce d'établissement sur Sherbrooke qui est trop gros, qui n'est pas accessible. Il faut laisser quasiment, pas la cravate, mais presque, à l'entrée. Donc, un peu comme on expliquait tantôt, c'est super contrôlé, puis c'est loin du monde. Et donc, il faut le négocier d'école à école, de directeur à directeur. Des fois, on a un super partenariat avec un directeur, ça change, on ne l'a plus. Donc, ça reste toujours à refaire. Mais ce partenariat-là est important. Et l'autre point que je veux faire, c'est que les enseignants sont extrêmement intéressants dans notre clinique. On les invite toujours parce qu'ils vivent avec l'enfant. Après le parent, c'est probablement l'intervenant le plus important qui connaît bien les enfants. Et on met l'enseignant au contact du parent. Il se voit juste 2 fois par année, habituellement, pour remettre un bulletin désastreux, puis le parent est fâché, il ne comprend rien. Donc, on les met ensemble, on essaie d'analyser la situation. Et là, on est en train de penser même utiliser notre psychoéducatrice, notre neuropsychologue pour donner une formation aux orthopédagogues d'école qui sont souvent encore sur des anciennes méthodes puis qui devraient avoir accès à des technologies que la commission scolaire ou le ministère de l'Éducation ne leur donne pas. Donc, c'est un peu le monde à l'envers, mais pour nous, c'est un intervenant extrêmement précieux. On ne peut pas s'en passer. Dans les troubles de comportement, les troubles d'apprentissage, les problèmes de blocage, les absences scolaires, on a besoin du prof, ça c'est clair. Oui, Mme Trudel. Je pense que la pédiatrie sociale joue un rôle d'influence. On ne peut pas changer chaque profession par la pédiatrie sociale directement, mais indirectement, je pense qu'on peut... Mme Mongeau a mentionné que son enseignement avait changé. Lorsqu'on fait une conférence devant différentes disciplines, alors on pense les influencer aussi. Et comme la jeune résidente a mentionné, c'est aux étudiants à demander aussi un changement. Alors, il faut que ça vienne aussi des étudiants, ce changement-là. Je suis Sean Dwyer, stagiaire en droit à la Fondation. Je ne sais pas si c'est une distinction, une nuance ou quoi, mais dans l'apprentissage de la pédiatrie sociale, il y a peut-être, comme il y a l'aspect où on peut apprendre le contenu des autres expertises, mais comme je pense au théâtre et à la musique, où on n'a pas nécessairement tous besoin de connaître les instruments et tout ça, mais c'est vraiment l'esprit, le cœur de la pédiatrie sociale, c'est peut-être l'interaction entre ces différents domaines et la capacité de faire des références aux bons experts et qu'on a chacun notre domaine, mais qu'on travaille ensemble et que c'est cette interaction entre chacun des domaines. Donc, quand Dr. Julien est dans la clinique, c'est constamment à dire, oh, c'est de dépister dans cet enfant, qu'est-ce qu'il lui fallait, il aimerait ça la danse ou le soccer, ben je sais, j'ai une connexion et je peux lui passer à telle autre personne qui se connaît dans ce domaine-là. Et c'est
c'est ça la magie un peu, et c'est peut-être ça qu'on cherche peut-être à enseigner à l'université, c'est cette interaction entre ces différents éléments et comment ça peut fonctionner comme un corps ensemble. Merci beaucoup. Merci. Nicole Pello, je suis pédiatre en Suisse. Deux choses. Une petite remarque, en tout cas dans mon expérience professionnelle, les enseignants, les infirmières, ils sont avec moi, derrière moi, autour de moi, et effectivement, c'est très important. La question de la formation de tout le monde, qu'on soit professionnel de quelque milieu que ce soit par rapport aux enfants, je trouve qu'il y a deux questions qui se posent. Une, c'est la définition de la pédiatrie sociale, on en a parlé. En Europe, il y en a une, en Allemagne, il y en a une autre, chez Gilles Julien, il y en a encore une. Il y a des populations cibles qui sont parfois différentes, il y a des approches qui sont parfois différentes. Mais indépendamment de ça, moi, ma question, parce que je suis aussi concernée au niveau suisse sur comment introduire la pédiatrie sociale dans la formation. Alors pour moi qui suis pédiatre, ce serait en pédiatrie, mais on peut réfléchir à l'élargir. C'est est-ce qu'on a un endroit au niveau international, une plateforme pour avoir un argumentaire pour défendre cette nécessité de formation en pédiatrie sociale? Et puis concrètement, voilà, concrètement. Dr. Kohler. We have the ESOP, of course, which is quite active organization still. Il y a l'ESOP qui est actif depuis 35 ans, qui se rencontre tous les ans. Nous avons des activités. Il y a aussi des énoncés relativement à la santé publique. Il y a aussi des échanges entre les membres de l'ESOP, la Société européenne pour la pédiatrie sociale. Vous connaissez bien son œuvre. Et évidemment, nous travaillons avec l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, d'autres associations de santé publique pour offrir des cours à l'échelle de l'Europe. Il y en a certains donnés en Suisse, d'autres en Espagne, etc. Mais à l'heure actuelle, il y a des cours de pédiatrie sociale donnés chaque été à Dubrovnik et d'autres cours aussi. Mais il n'y a pas de corpus commun, en partie parce que la pédiatrie sociale diffère selon le pays. Et une autre raison, nous n'avons pas pu réunir les ressources nécessaires. Nous n'avons pas obtenu non plus le soutien nécessaire de l'Union européenne. Mais nous y travaillons toujours. Les dirigeants actuels de l'ESOP sont très actifs à cet égard, voudraient élaborer un corpus de formation qui serait commun. Dans mes lectures qu'il y a the Institute of Medical Ethics, et c'est en Angleterre. Donc, the Institute of Medical Ethics, IME, has taken the lead of covering how medical qui a donc justement pris le rôle de leader pour justement voir comment, depuis 1996, donc l'IME a utilisé un processus de consultation pour amener un consensus qui aboutira au premier consensus, une déclaration de consensus concernant donc l'éthique principale, et ça a été mis à jour également en 2010. Alors peut-être qu'on pourrait se rapprocher peut-être plus, on pourrait avoir certains accès à l'information à l'intérieur de cette structure-là, IME. Dans quelque chose qui a été dit auparavant, c'est que ce qu'on voudrait, c'est que les étudiants en médecine, les résidents, sur leur terrain, là où ils vont faire leurs études, ils soient dans l'immersion de leur communauté. Et ce n'est pas en les envoyant à Dubrovnik ou en Angleterre. Moi, je veux que ce soit chez moi, là, dans ma ville. Et puis, c'est ça, on a besoin d'un argumentaire pour dire, dans ces formations-là, vous faites aller les gens dans la cité. Depuis que je connais Dr. Kohler, j'entends parler de Child Health. Et il a défendu tout le temps, même à ESOP,
On s'est longtemps questionné sur le titre ESOP, après ça ESOP, mais Dr. Koller est souvent revenu sur cette notion Child Health. On a travaillé, puis éventuellement on va retravailler probablement avec Jeff Goldhagen en Floride. On en a parlé avec Sue tantôt, qui était beaucoup dans Child Health Equity. Et c'est un concept... En fait, ce que j'essaie de trouver actuellement, c'est un concept mobilisant dans lequel peut se greffer différentes définitions de pédiatrie sociale. On a tous des bonnes définitions. Là. Nous, on ne prétend pas avoir la définition. De toute façon, elle évolue toujours. Mais il faut juste se trouver au niveau plus international, je pense, un dénominateur commun qui est Child Health. On est tous des gens impliqués en santé de l'enfant, mais avec une majeure équité, qui est basée sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Et là, on se retrouve tous. Là. Je ne pense pas qu'il y ait personne à ESOP qui soit contre, ou ailleurs, là, qui est au Club de pédiatrie sociale ou ailleurs, qui n'adhère pas à cette notion-là, qui n'intègre pas tous ceux qui travaillent en santé des enfants, y compris les bénévoles. On en a souvent parlé à ESOP. Mais on se donne un créneau plus particulier qui est l'équité et les droits de l'enfant. Et je pense que ça permettrait d'asseoir une espèce de consensus international où on pourrait entrer chacun de nos données et dont les gens s'inspirent pour travailler chez eux, effectivement. Donc, une de celles-là étant l'exposition aux communautés vulnérables, aux communautés tout court, et de sortir des universités, puis des grands centres, etc. Donc, c'est un peu une proposition. Je ne sais pas ce que Leonard, ce qu'il en pense, mais toujours, il nous a répété, ça devrait s'appeler Child Health. Non. Pour un animateur, il n'y a rien de mieux que l'authenticité, le contenu de vos propos, et je pense que des deux côtés, vous y avez collaboré beaucoup. Alors, j'ai appris moi-même beaucoup, donc merci beaucoup. Et je pense que là, il y a une... Ah, ben c'est... Rosalie est là. Je vais vous dire ma grande satisfaction à ce symposium qui nous a pris beaucoup de temps à composer, mais en même temps, ça a été relativement facile. En fait, tous les gens qu'on a invités nous ont dit oui, gracieusement. Et ça, c'est remarquable. Jean-François, particulièrement, a été emballé dès le début, est embarqué dans le processus et nous a offert sa contribution exceptionnelle, en fait. Et oui. La force de la pédiatrie sociale réside dans cette espèce d'adhésion de différentes personnes de tous les secteurs qui viennent contribuer avec nous. C'est toujours ça qui nous inspire, qui nous encourage à continuer. On est toujours entouré de gens extraordinaires. Et vous en êtes parce que vous êtes effectivement, toutes les remarques que j'ai eues de tout le monde, quelle vivacité, quelle énergie, quelle capacité de réseauter, de se parler. On voit rarement ça. Et je pense que les gens qui viennent de l'extérieur peuvent vraiment l'apprécier. Dans les conférences, c'est rare que ce type d'explosion, de relations entre les personnes, de construction de projets, d'échanges, etc. Et on a vécu des très, très beaux moments depuis ces 2 journées-là. Et ça aussi, ça nous invite à continuer. On refera un symposium international probablement dans 2 ans, 2015, peut-être à Québec, pour varier un peu. Mais on s'est donné des délais de 2 ans pour tenir un symposium de plus en plus international. Le thème pourrait très bien être autour du Child Health and Equity. Et on pourrait se donner du temps pour bien le préparer. Donc, merci d'avoir été là. Je reviens un peu à la pensée de la sage autochtone du début. Elle nous a dit, mettez vos esprits ensemble, communiquez socialement, mais spirituellement aussi. Je pense qu'on l'a fait. Et cette intensité de partage qu'on a réussi à faire qui
qui a stimulé notre cerveau en passant. Je pense que les neuropsychologues seraient d'accord avec ça. Il y a eu beaucoup de stimulation. Puis comme il n'y a pas d'âge pour démultiplier les cellules cérébrales, bien, on en a tous un peu plus. Et il faut les garder parce qu'ils sont précieuses. Là, ils diminuent à un moment donné. Alors, on est dans ce mode-là, puis je vous invite à rester en contact un peu spirituel parce que c'est comme ça qu'on peut avancer et progresser et rester créatif en partageant des intelligences. Alors, merci. Faites attention au retour et soyez préoccupés constamment par l'avancement de la pédiatrie sociale. Merci.